Je pense que c'est bon. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Parfait. Et juste, est-ce que vous voyez bien le petit logo qui dit que c'est que le cours est enregistré ou pas? Oui, c'est bon. Bah, alors parfait, ça veut dire que ça marche. Du coup, on va commencer le cours. Aujourd'hui, on fait un cours de physiologie respiratoire. J'essaierai de m'arrêter de temps en temps pour voir le chat parce que je le vois pas directement de mon ordinateur. Et du coup, moi, je me présente. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Du coup, je me présente. Moi, je m'appelle Alexia Mancis. Je suis la VPP d'Alas avec Solène Michaud, que vous avez déjà vu, et Lucille Gassin. Et moi, je passe en 3e année de médecine. Donc aujourd'hui, on va faire le cours de... c'est une introduction globale à la physiologie respiratoire. On va faire une petite introduction d'abord. En physiologie, par contre, on comprend avant d'apprendre. Ce cours, c'est une introduction à la physiologie respiratoire. Il est assez long. L'objectif aujourd'hui, c'est de dégrossir le cours et d'expliquer les principales notions, parce qu'il faut savoir que le cours que vous allez avoir, enfin, les vidéos sur l'introduction à la physiologie respiratoire sont des cours. Et c'est le cours le plus long que vous allez avoir. Si la vidéo ne change pas, moi, quand je l'ai fait, ça durait 3h30. Bon, évidemment, nous, le tutorant va vous fournir, si vous êtes adhérent, le cours retranscrit. Mais le cours retranscrit, par exemple, là, il fait 45 pages. Donc, c'est un très, très gros cours. C'est, je pense, selon moi, le plus gros cours que vous allez avoir dans votre mineur si les cours ne changent pas. Et du coup, on a essayé de faire au mieux pour dégrossir le cours tout en vous donnant les bases nécessaires pour le comprendre. Parce que ça peut paraître comme un cours assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de notions, surtout de notions respiratoires. C'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais aujourd'hui, on va essayer de poser de bonnes bases pour que vous puissiez aborder le cours avec le plus sereinement possible et le plus facilement possible. Donc, la vision globale de ce cours. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit schéma. Qu'est-ce que c'est en gros la physiologie respiratoire? Bah, évidemment, ça commence toujours par une ventilation pulmonaire, donc l'air inspiré qui passe par la bouche, qui va se diffuser dans les alvéoles et les capillaires, ensuite passer par le cœur, aller pour que le cœur puisse transporter tous les gaz nécessaires aux organes, les échanges gazeux au niveau des tissus, pouvoir faire la respiration cellulaire. Et ensuite, dans le sens inverse, on repasse, on remonte avec un sang du coup qui est, on verra ça plus tard, mais qui est désoxygéné, qui va repasser par le cœur pour le renvoyer au poumon. Et ensuite, il va être expiré. Et bien sûr, tout ça, c'est contrôlé par le cerveau. On va commencer par l'anatomie fonctionnelle. Donc, le système respiratoire est segmenté de façon anatomo-fonctionnelle. On va commencer évidemment par du plus haut au plus bas. Évidemment, au début, on commence par la cavité nasale et les narines, aussi la bouche. Donc l'air, il va passer par ici, les narines, la cavité nasale, il va passer par le pharynx, ensuite la trachée, pour ensuite se retrouver dans les poumons, qu'on retrouve ici, qui d'ailleurs ont deux bronches, pardon, la branche principale gauche et la branche principale droite. On se retrouver dans les poumons, le poumon droit ou le poumon gauche, et puis après, on ne le voit pas ici, mais les bronches vont se rétrécir petit à petit pour finir au niveau des alvéoles, qui sont tout au bout des bronches. Donc voilà à peu près globalement de quoi se compose le système respiratoire. Et vous allez voir qu'on va le séparer en deux parties distinctes, les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Voilà. Les voies aériennes supérieures, elles comportent la cavité nasale, les narines, la bouche aussi accessoirement,
le pharynx et le larynx. Donc on s'arrête bien là. Ces voies aériennes supérieures, grâce au laryngospasme, donc en gros le larynx, il va se contracter. Ça va permettre une défense, un conditionnement de l'air, et ça permet aussi le réflexe de tout. Donc s'il y a un souci et qu'on avale quelque chose qui devrait, enfin, qu'on inhale pardon, quelque chose, qu'on avale quelque chose et qui se retrouve au niveau d'ici du larynx, et le larynx il dit ici ça ne doit pas aller dans le poumon, c'est pas de l'air. On va avoir ce réflexe qui va permettre finalement de nous sauver la vie. Au niveau des voies aériennes inférieures, donc on retrouve la trachée en premier lieu, et ensuite les poumons et tout ce qui va avec, et toutes les différentes bronches, et qui va se finir au niveau des alvéoles et des capillaires. Donc au niveau des bronches, on trouve une bronchomotricité, donc les bronches, elles bougent entre guillemets, dépendante de l'acétylcholine, on verra ça plus tard. Et il y a un rôle d'échange thermique et hydrique permise par cette bronchomotricité, et qui va permettre du coup l'échange hydrique d'eau et thermique de chaleur pour pouvoir agrémenter l'air au final. La bronchomotricité, je viens juste d'en parler, elle est commandée par plusieurs choses, notamment une commande humorale adrénergique. Donc ça, c'est une commande, c'est par rapport aux hormones. 2 secondes. Donc les substances sont amenées par la circulation générale comme la noradrénaline ou l'adrénaline, qui sont synthétisées à distance par la glande surrénale et libérées dans le sang, et qui vont ensuite passer dans le sang, arriver au niveau des bronches, et qui vont permettre la bronchomotricité. Elle est aussi sous commande nerveuse par le système parasympathique avec, comme je l'ai dit, dont le médiateur principal, c'est l'acétylcholine, donc cholinergique, l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est libéré par les axones des neurones du coup parasympathiques. Elle va se fixer sur les récepteurs des bronches et entraîner la contraction musculaire lisse bronchique, donc bronchomotricité. Donc je réexplique un peu plus simplement. L'acétylcholine, ça va être libéré par les neurones. Les neurones, ils sont reliés du coup aux poumons et aux bronches, et ce qui va permettre, quand il y a un relargage d'acétylcholine, elle va permettre la bronchomotricité, donc la contraction des bronches, dans ce cas précis. Et il y a aussi un dernier contrôle, c'est le contrôle paracrine avec des médiateurs de l'inflammation présents localement. Les cellules du voisinage, par exemple des macrophages, des cellules dendritiques, des cellules inflammatoires, elles peuvent sécréter des substances à proximité de la fibre musculaire lisse. Les principaux médiateurs impliqués sont ceux de l'inflammation, avec par exemple l'histamine. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, l'histamine, c'est important dans les réactions allergiques. Donc voilà, œdème de Quincke, etc. C'est une conséquence d'une bronchomotricité beaucoup trop importante via une énorme sécrétion d'histamine. C'est pour ça qu'on donne des antihistaminiques. Les poumons. Alors, l'organe, je dirais, principal quand on pense à l'appareil respiratoire, mais il faut préciser, il n'y a pas que le poumon, et on le verra un peu plus tard. Le poumon, il est composé, tout d'abord, on ne le voit pas ici, mais il y a pour le conditionnement de l'air, il y a le larynx. Ensuite, on va avoir la trachée. La trachée, elle va se diviser en deux bronches, comme j'ai dit tout à l'heure. La bronche principale gauche ici et la bronche principale droite ici. Vous pouvez remarquer, c'est important de noter que la bronche principale droite, elle est un peu plus verticale que la bronche principale gauche. Du coup, c'est vrai que souvent, quand, par exemple, un enfant avale quelque chose, ça va souvent se retrouver dans la bronche principale droite, parce que du coup, c'est plus vertical et c'est plus facile pour l'objet de se caler ici. Alors que quand c'est plus horizontal, c'est un peu plus compliqué. Du coup, le poumon, il est composé de plusieurs lobes. Le poumon droit, on va commencer, il est composé de 3 lobes. Un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Tandis que le poumon gauche, lui, il est divisé seulement en 2 lobes.
le lobe supérieur et le lobe inférieur. Ça, c'est important de le savoir, non seulement pour ce cours-ci, mais aussi pour le cours anatomie. Vous allez avoir un cours de l'anatomie sur le système respiratoire et ça, vous allez l'apprendre, comme le nom des différentes bronches, etc. Et c'est assez important de le connaître maintenant, au moins ça fait ça au moins à le connaître. Du coup, bronche droite, 3, bronche gauche, 2. Je bois un coup, désolée. Les poumons, donc je ne sais pas au lycée où est-ce que vous en étiez arrêté au niveau du système respiratoire, mais globalement, il y a 2 systèmes respiratoires. Un système qu'on appelle fonctionnel, qui va participer à l'oxygénation du sang et à l'évacuation du CO2, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, et un système nutritif pulmonaire qui va permettre en fait tout simplement aux poumons de se nourrir, parce que c'est un organe comme les autres, et il faut bien qu'il puisse avoir non seulement avoir accès à de l'oxygène, mais aussi à des nutriments pour pouvoir fonctionner. Il y a deux types de circulation. Il y a la circulation pulmonaire et une circulation systémique. La circulation pulmonaire, c'est le lien entre le poumon et le cœur, que ce soit du sens cœur-poumon ou du sens poumon-cœur. Dans ce sens, je regarde la diapo d'après. Voilà, pardon. Dans ce sens, dans la circulation pulmonaire, généralement, on va retrouver beaucoup plus d'oxygène que de CO2, alors que dans la circulation systémique, on va retrouver beaucoup plus de CO2 que de O2. Parce que dans la circulation systémique, on le verra un peu plus tard, finalement, en fait, le cœur va distribuer tout l'oxygène aux organes et ces organes, pour pouvoir permettre l'entrée de l'oxygène, il va falloir faire sortir du dioxyde de carbone, pardon. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de CO2 ici que ici. Et là, la circulation pulmonaire, il y a beaucoup plus d'O2, tout simplement parce que quand on inspire, pardon, là, je m'en mêle, il y a beaucoup plus d'oxygène dans l'air que de dioxyde de carbone finalement. Tu peux remettre la diapo d'avant, s'il te plaît? Est-ce que c'était il y a longtemps? Est-ce que tu parles de celle-ci de diapo? C'est bien celle-ci que tu voulais, Maïsan? Voilà. Donc là, c'est bon. Et donc là, on peut voir, il y a le système fonctionnel, bien sûr, qui va permettre la circulation et l'oxygénation du sang et des organes, et le système nutritif qui va permettre de nourrir les poumons et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions ou pas? Est-ce que j'ai pas été trop rapide? Est-ce que vous voulez que je ralentisse? Dites-le moi, et comme ça, j'essaye de m'adapter un peu par rapport à vous. Non, c'est bon, non, ça va. C'est bon, c'est pas trop compliqué pour l'instant. J'arrive à bien m'expliquer. Parfait. Je rappelle juste que le cours, quand vous allez avoir le cours, si vous allez avoir des souvenirs de la pré-rentrée, il y a quand même beaucoup de notions qu'on a enlevées parce qu'on les trouvait un peu trop compliquées et on voulait vraiment faire une notion globale. Donc, il y a plein de notions que vous ne connaîtrez pas forcément, mais après, avec ces bases-là, déjà, vous connaîtrez les principales informations à connaître, dans le sens où c'est ce qu'il vous faut pour ensuite connaître la suite des informations qui vous manquent. Et vous inquiétez pas, c'est pas, j'espère que je vous ai pas fait peur quand je vous dis que c'était le cours le plus long, mais c'est quand même un cours vachement intéressant. Et vous pouvez le faire en plusieurs parties aussi, puisqu'il est divisé en plusieurs parties. Il est super bien fait par la professeure. Du coup, maintenant, on va passer au rôle de l'appareil respiratoire, parce qu'il n'a pas seulement un rôle, son seul rôle, c'est pas forcément d'oxygéner le sang et permettre la respiration cellulaire. Il a plusieurs autres rôles. Pour commencer, une définition. L'appareil respiratoire, c'est tout ce qui sert à respirer, c'est-à-dire ce qui permet les échanges gazeux entre l'environnement et l'organisme. C'est pas forcément que les poumons, faut bien l'avoir en tête, parce que comme je l'ai dit, l'appareil respiratoire, c'est aussi toutes les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Les fonctions respiratoires. Non seulement ils vont
l'appareil respiratoire il va avoir un rôle d'apport en dioxygène, donc via le métabolisme oxydatif, mais aussi l'élimination du CO2 pour permettre le maintien du pH et l'homéostasie acido-basique. Vous allez avoir un cours sur l'homéostasie aussi en physiologie respiratoire. On a décidé de ne pas le mettre dans la pré-rentrée parce que on trouvait les 3 cours qu'on vous a fait sur la physiologie, c'est les plus importants. Mais voilà, l'homéostasie, en gros, c'est l'équilibre acido-basique qui va permettre du coup le maintien du pH au sein de l'organisme et au sein des cellules, qui est très très important, notamment dans le système respiratoire, parce que on vous le verra plus tard, mais ça permet, il peut y avoir de gros problèmes, notamment respiratoires, si le pH est augmenté ou diminué. Et il y a aussi des fonctions non respiratoires. Par exemple, le système respiratoire, il va permettre de réchauffer et humidifier l'air, parce que quand l'air, on inspire par le nez, en fait, il est assez froid et il n'est pas forcément humide. Et en fait, le réchauffer et l'humidifier, ça va permettre de mieux qu'il se transporte mieux jusqu'aux alvéoles. Mais ça permet aussi de défendre l'organisme vis-à-vis des particules et des agents microbiens. Il y a plein d'éléments qui vont faire que le système respiratoire il va permettre de nous défendre, notamment là, le premier qui me vient en tête, c'est au niveau du nez, on a des poils, et ces poils ils vont permettre de stopper les particules et les agents microbiens. Il y a aussi ce qu'on appelle le surfactant, vous allez le voir dans le cours, il y a une bonne partie dessus, mais pas dans le cours de la pré-rentrée, qui va permettre en fait de protéger les voies aériennes. C'est toujours bon. Je vais essayer de m'arrêter assez régulièrement quand même, comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, vous pouvez m'interrompre pendant le cours, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous expliquer. Donc, si vous voulez qu'on revienne sur des diapos ou que vous avez des questions plus poussées, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Du coup, la ventilation. Ce qui est important, et il est dans le cours, c'est la composition de l'air. Parce qu'on pourrait croire que c'est pas vraiment, enfin, on n'aurait pas forcément pensé au premier abord que l'air il est composé de ça. L'air, il est composé déjà d'azote à 78,9%. Donc la grande majorité de l'air qu'on inspire, il est composé d'azote. Et ça, c'est important de le connaître. Ensuite, il va y avoir le dioxygène, qui est composé à 21%. Les pourcentages, vous n'êtes pas obligé de les apprendre, mais il faut savoir que, par exemple, l'azote, il est présent en grande majorité dans l'air. Ensuite, c'est le dioxygène. Après, il y a un peu d'argon. Et au final, dans l'air qu'on inspire, il y a aussi très peu, comme vous pouvez voir, de dioxyde de carbone. Donc ça revient au fait que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un schéma avec écrit poumon, cœur, organe, je crois. Et il y avait écrit moins CO2 plus O2. C'est justement pour ça, parce que vous voyez que c'est vraiment très, très minoritaire, le dioxyde de carbone dans l'air qu'on inspire. De façon simplifiée, vous vous dites 79% azote, 21% dioxygène et franchement 0% de dioxyde de carbone. Et cette composition, elle est stable jusqu'à 100 km au-dessus de la croûte terrestre. C'est une petite anecdote, voilà. Jusqu'à vous mettre à 5 km dans la croûte terrestre et vous aurez toujours cette même composition de gaz. Mais bon, c'est anecdotique. Les unités de pression. Dans le système international, on va utiliser la mesure de pression, elle va se faire en pascal, donc ça c'est important de le savoir, ou en kilopascal. En météorologie, on utilise plutôt les bars ou le millimètre de mercure, ou alors le torr. Mais principalement c'est soit le bar, soit le millimètre de mercure. Moi j'ai jamais vu quelqu'un utiliser le torr. Et en physiologie, ça va dépendre des systèmes auxquels on va se référer. Par exemple, pour les pressions vasculaires, on va se référer au millimètre de mercure. Donc ça, c'est le millimètre de mercure. Et parfois, je ne l'ai pas noté parce que c'est pas souvent, on va utiliser le centimètre d'H2O. J'ai jamais vu ça. Et si par exemple, on va se référer aux pressions partielles des gaz dans le sang ou dans les tissus, on va utiliser le kilopascal, mais on peut aussi utiliser le millimètre de mercure. La loi de Dalton.
Les gaz, ils vont se comporter dans l'appareil respiratoire comme ils se comportent dans l'environnement, en suivant des lois physiques, les lois physiques des gaz. Et celles-ci, elles vont s'appliquer sous certaines conditions. Par exemple, la loi de Dalton, c'est la loi la plus importante. À savoir, c'est pour ça qu'on l'a incluse, même s'il y a d'autres lois dans le cours. La loi de Dalton, elle va dire la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz composant le mélange. Donc, lorsqu'on fait un mélange de différents gaz, qui sont des molécules relativement espacées les unes des autres, et qui sont mobiles et agitées, qu'elles vont se rencontrer, les parois, par exemple de la bronchite, elles vont exercer un choc pouvant être mesuré comme une pression. Donc cette pression, elle va être mesurée par la loi Dalton, et elle dit, je répète, c'est important, que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz. Donc pression totale est égale à la somme des pressions partielles. Donc par exemple, si dans la diapo précédente, ici, la pression totale, ça aurait été la pression partielle de l'azote, du dioxygène à hauteur évidemment de 79%, du dioxyde à hauteur de 21%, voilà, de l'argon et du dioxygène, mais après là c'est anecdotique, quoi. Il y en a tellement peu qu'on peut pas, on les inclut pas forcément dans les calculs. Et donc du coup, avec cette loi de Dalton, on va pouvoir calculer la pression partielle en O2 dans l'air ambiant et dans les voies aériennes. Et la différence, elle sera due. Donc, 5 choses à retenir, je suis allée un peu trop vite. Transport d'oxygène dans le sang. Il y a 5 choses à retenir. Tout d'abord, l'hémoglobine. C'est qui est contenue dans les globules rouges, c'est elle qui transporte l'oxygène dans le sang. Ça, c'est la chose que vous devez savoir du cours. L'hémoglobine, ça transporte l'oxygène dans le sang si vous ne le savez pas. Ensuite, il y a un coefficient de solubilité de l'O2 dans le plasma. Donc, ça veut dire que ça, c'est le coefficient de solubilité de l'O2. C'est égal à 0,023 millilitres par millilitre de sang à 37 degrés. Donc, ça veut dire à peu près à la température de notre corps. Donc, le coefficient de solubilité, en fait, l'oxygène, le dioxygène dans notre sang, il est soluble à hauteur de 0,023 millilitres, j'arrive pas à le dire, millilitres par millilitre de sang. Et du coup, à température à 37 degrés, c'est important. La saturation en O2, aussi appelée SaO2, c'est la quantité d'O2 fixée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximale que peut fixer l'hémoglobine fois 100. Ça peut paraître bizarre, cette formule peut paraître bizarre, mais voilà, c'est une proportion, tout simplement. La relation, une autre chose à savoir, c'est que la relation entre l'hémoglobine oxygénée et la pression partielle en O2 n'est pas linéaire. C'est sigmoïde, qu'on appelle la courbe de Barcroft. Mais vous la verrez, j'ai pas mis de diapositive dessus. Mais en gros, pour vous montrer, je vais vous montrer tout ça sur Internet, ça va être plus simple. Courbe de Barcroft, ça veut dire, c'est peut-être plus parlant pour vous. Il va avoir. Ça, c'est pas à prendre, enfin pas pour ce cours-ci du moins. Vous allez voir, elle n'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite, c'est pas quelque chose de proportionnel. Vous allez voir, elle fait un peu une forme de vague, une forme de S. Donc au début, ça va augmenter très doucement, et puis passer un certain seuil, d'un coup, ça va augmenter très vite pour arriver à un plateau. Donc c'est ça que je voulais dire par le fait que la relation n'est pas linéaire. Et c'est ce qu'on appelle une courbe sigmoïde. Et quelque chose aussi d'important à connaître, c'est que la saturation ne dépend pas du taux d'hémoglobine de l'échantillon. Même si on peut penser, quand on regarde la formule, vous voyez, quantité d'eau de fixée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximum que peut fixer l'hémoglobine fois 100. Mais c'est pas pour autant que ça dépend du taux d'hémoglobine. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Parce qu'en fait, ça dépend de la quantité d'O2 fixée à l'hémoglobine. En soi, la concentration d'hémoglobine, ici, elle ne rentre pas en jeu. C'est plutôt la concentration en O2 fixée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximale que peut fixer l'hémoglobine. Par exemple, je dis quelque chose de tout bête, mais si il y avait une molécule d'hémoglobine, eh ben, l'hémoglobine, elle peut fixer 4 O2, 4 molécules d'oxygène, de dioxygène. Et du coup, ça aurait été, par exemple, s'il y avait une molécule d'oxygène, ça aurait été 1 divisé par 4.
mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une seule molécule d'hémoglobine, mais bien la quantité maximum que peut fixer l'hémoglobine. Est-ce que vous avez compris plus cette notion? Pourquoi ça fait le S du coup déjà? Parce que oh, attendez, j'arrive pas à quitter. Ouais. En gros, où est-ce qu'il est? En fait, ça fait un S, je l'ai pas mis dans la slide et c'est pas forcément savoir donc pourquoi ça fait un S, mais la courbe de Barkov, j'essaye de voir les explications dans le cours parce que du coup je l'ai pas vu. J'essaye de trouver, la réponse à ta question. Juste 2 secondes. Ah oui. Parce qu'en fait, en gros, tu vas voir qu'au niveau il va y avoir des faibles pressions, de quand tu as des faibles pressions en O2, en fait, le taux d'hémoglobine, il va pas être très haut, mais en fait, à partir d'un certain seuil, la pression, elle va être assez importante pour que le taux d'hémoglobine puisse augmenter et par contre, il y a un taux, d'hémoglobine qu'on ne peut pas dépasser et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il va y avoir une sorte de, de saturation au niveau du taux d'hémoglobine, pardon, parce que, au bout d'un moment, il y a toutes les hémoglobines, elles vont être prises par, l'O2 et du coup, tu pourras pas, mettre plus d'hémoglobine quoi, plus d'O2 pardon sur l'hémoglobine parce que, elle pourra plus, se fixer à l'hémoglobine. C'est pour ça qu'au début, c'est tout doucement parce que, petit à petit ça augmente. D'un coup, à partir d'une certaine pression, l'affinité elle est plus et au bout d'un moment, l'affinité elle s'arrête parce qu'il y a plus assez de molécules d'hémoglobine. Donc voilà, là on peut voir du coup, la formule de saturation en oxygène. Donc comme je vous l'ai dit, contenu réel de l'eau sous forme de d'HbO2. HbO2 c'est du coup, l'hémoglobine, oxygénée. Donc en gros, la quantité, comme il y avait écrit juste là, d'O2 fixée à l'hémoglobine divisée par la capacité maximale de fixation de l'hémoglobine fois 100. Bien, faut pas oublier le fois 100. Le cycle ventilatoire. Donc le cycle ventilatoire, hyper important, c'est l'alternance entre l'inspiration et l'expiration. C'est rien d'autre, c'est alternance, inspiration, expiration. Euh, il y a plusieurs, du coup, on le calcule via, avec plusieurs, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans le cycle respiratoire, pardon. Il y a le volume courant, on appelle aussi le tidal volume, VT. Et le volume courant, c'est les volumes d'air entrant ou sortant, pardon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la fréquence respiratoire, que vous connaissez sûrement. C'est le nombre d'inspirations ou d'expirations en une minute. Généralement, chez l'adulte, au repos, c'est 10 à 15. Et on a ce qu'on appelle le volume minus, qui est égal au volume courant fois la fréquence respiratoire. Et c'est le volume inspiré ou expiré par minute, tout simplement. Et donc ça permet de calculer le cycle respiratoire. Mais ce cycle respiratoire, en fonction de certaines pathologies, il peut être modifié. Donc, ça va dans les deux sens. Soit il y a un arrêt total du cycle respiratoire. Par exemple, quand vous êtes sous l'eau, vous êtes en apnée, donc vous ne respirez plus. Mais aussi, par exemple, si vous avalez quelque chose et que ça obstrue vos voies aériennes, vous serez en apnée parce que vous ne respirez plus, vous n'aurez plus de cycle respiratoire. Quand le cycle respiratoire est trop lent, on va appeler ça une bradypnée. Donc par exemple, souvent, les personnes âgées, elles respirent, beaucoup plus doucement et elles respirent moins que nous ou alors les personnes mourantes, elles vont avoir un cycle respiratoire beaucoup, plus bas que nous et c'est jamais très bon signe. Ensuite, une ventilation normale, on appelle ça une apnée.
Une ventilation trop rapide, on appelle ça une tachypnée. Par exemple, quand vous faites beaucoup de sport et que vous avez besoin de beaucoup d'air, vous allez être en tachypnée. Et pour que l'air, pour beaucoup d'oxygène puisse arriver à vos muscles. Ou alors aussi, par exemple, vous pouvez faire une crise d'angoisse et vous pourrez être en tachypnée. Voilà, concernant le cycle respiratoire. Au niveau des volumes pulmonaires, on a deux types de volumes. Le volume qu'on appelle le volume mobilisable, donc c'est les volumes de réserve expiratoire ou VRE, et la capacité vitale. Et il y a aussi des volumes non mobilisables, le volume résiduel ou VR, et la capacité pulmonaire totale avec du coup capacité pulmonaire totale, c'est égal au VR fois le CV. Donc en gros, cette diapositive, pour être un peu plus clair, quand vous allez inspirer dans vos poumons, je vais d'abord commencer par le volume non mobilisable. Il va avoir, quand vous allez au fur et à mesure de vos cycles respiratoires, en fait, il n'y a pas, quand vous expirez, même si vous expirez pendant super longtemps, il va toujours avoir un volume qu'on appelle résiduel qui va rester dans les poumons. Si je ne dis pas de bêtises, il est égal à 150 millilitres. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est ça, mais je crois qu'il est plus tard dans le cours. Du coup, on appelle ça le volume résiduel, c'est ce qui reste, même si vous inspirez, vous expirez tout votre air, ou alors si vous faites plein d'inspiration, il y aura toujours, et d'expiration, il y aura toujours un volume résiduel. Et les volumes mobilisables, en gros, c'est les volumes, du coup, le reste, qui peut être utilisé pour respirer. Donc, plus vous inspirez, plus vous allez inspirer, par exemple, plus vous allez avoir d'air dans les poumons, etc. Et donc, ce qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Mais dans les volumes mobilisables, en gros, les volumes non mobilisables, c'est quelque chose, le volume résiduel, il va toujours rester là. Alors que là, dans les volumes mobilisables, c'est des volumes qui vont rester dans les poumons quand même, mais si on en a besoin, du coup, ils vont être mobilisables. Ce qu'on appelle le volume de réserve respiratoire et la capacité vitale. Par exemple, voilà, si vous avez besoin vitalement d'oxygène parce que vous êtes vous êtes en train de vous noyer, par exemple, et ben, ils vont utiliser ce qu'on appelle la capacité, les réserves, en fait, les réserves d'oxygène. On n'en a pas beaucoup, et la capacité vitale pour essayer de vous faire survivre le plus longtemps possible, alors que le volume résiduel, lui, vraiment, il ne peut pas du tout être utilisé, c'est impossible. Et du coup, la capacité pulmonaire totale, elle va se calculer avec le volume résiduel et la capacité vitale. Est-ce que vous avez compris ou j'ai pas été trop claire? Parce que moi, je sais pas si j'ai été très claire. Ok, parfait. Donc, on va parler des espaces aériens pulmonaires. Il y a espaces dont on va parler aussi. On va parler premièrement de l'espace mort, alors DED, le VD. C'est l'air qui ne participe pas aux échanges gazeux. Donc, c'est un peu ce dont je vous ai parlé, le volume résiduel. Ça ne va pas participer aux échanges gazeux. Et il y a aussi l'espace alvéolaire. C'est l'air qui participe aux échanges gazeux. Une petite remarque, pour augmenter la ventilation minute, on peut augmenter le VT, rentable en termes de volume alvéolaire, et ou la fréquence respiratoire. Le VT, je vous en rappelle, c'est, où est-ce qu'il est écrit? Le volume courant, donc c'est le volume d'air entrant. Donc, pour pouvoir augmenter votre volume minute, soit votre ventilation minute, soit vous augmentez votre fréquence de respiration, par exemple, ou alors vous augmentez votre volume d'air que vous insufflez. Voilà, et là, ça permet d'augmenter la ventilation minute. Tu peux réexpliquer vite fait? Tu veux que je réexplique quoi, pardon? J'avais pas vu ton message. La diapositive d'avant, je suppose. Parce que du coup, la page d'avant, voilà. Du coup, en gros, je vais réexpliquer de façon plus claire. Tu as deux types de volumes dans la circulation, enfin, dans le système respiratoire. Tu as les volumes non mobilisables. Donc, en gros, ça s'appelle le volume résiduel. Par exemple, si tu as un pépin un jour et que tu as besoin d'oxygène,
eh ben, ce volume résiduel, tu vas pas pouvoir l'utiliser parce que tu peux pas l'utiliser. Il va rester le même tout le temps, qu'importe la situation, alors qu'il y a certains volumes qu'on appelle du coup les volumes de réserve expiratoire ou la capacité vitale. Eux, ce sont des volumes qui vont varier au cours du temps. Et si tu as besoin un jour, c'est hyper urgent, tu es en train de te noyer et tu as besoin d'air, mais tu peux pas expirer ou inspirer, eh ben, on va utiliser cette réserve pour pouvoir essayer de te faire survivre un tout petit peu plus longtemps. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Voilà. Du coup, au niveau de cette diapositive, est-ce que vous l'avez compris ou pas? Je vais passer à la suite alors. Les mouvements respiratoires. Il y a plusieurs principaux acteurs qui va permettre en fait le mouvement d'inspiration et d'expiration. On va en citer quelques-uns. Tout d'abord, il y a la plèvre. Donc la plèvre, c'est une... Je vais essayer d'expliquer assez schématiquement, mais en gros, autour du poumon, il y a une membrane transparente, qu'on appelle une enveloppe séreuse, qui est très vascularisée et donc très sensible et qui va permettre, via différents rôles, elle a différents rôles, par exemple des rôles mécaniques, des rôles de protection, des rôles de drainage lymphatique, des défenses et sensibilité. Et dans cette plèvre, on a ce qu'on appelle un espace pleural, qui est un espace virtuel, pardon, parce que la plèvre, en fait, elle est divisée en deux parties, une plèvre viscérale et une plèvre pariétale. La plèvre viscérale, elle va coller au poumon, alors que la plèvre pariétale, elle va être plus collée à la paroi. Et si on va trouver du liquide dans cette cavité pleurale, dans cet espace pleural entre les deux plèvres, on parlera par exemple d'épanchement licidien et ça peut être dû par exemple à une infection. Donc cette plèvre, elle va permettre, en plus d'autres muscles, de faire des mouvements respiratoires. Parce qu'en fait, en gros, quand vous allez inspirer ou quand vous allez expirer, la pression entre les deux plèvres, elle va changer et ça va permettre l'entrée de l'air et la sortie de l'air des poumons. Il y a aussi des muscles inspiratoires, super importants. S'il y a une chose à connaître vraiment sur tout le cours, c'est que le diaphragme, c'est un muscle inspiratoire et c'est le plus gros muscle inspiratoire. C'est super important, que ce soit pour ce cours, aussi pour le cours d'anatomie du système respiratoire. Vraiment, le prof, il le dit, s'il y a une chose à retenir, c'est que le diaphragme, c'est un muscle inspiratoire et c'est lui qui permet l'inspiration. Et pour les muscles expiratoires, par exemple, qui vont permettre les mouvements, il y a les muscles abdominaux, mais il y a aussi les muscles intercostaux qui se trouvent ici entre les côtes, qui vont permettre du coup les mouvements d'inspiration pour le diaphragme et expiratoire pour les abdominaux ou intercostaux. Le diaphragme, c'est un muscle strié squelettique, comme tous les autres muscles respiratoires au passage. Le diaphragme, il va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Donc, je remets la photo d'avant. En gros, le diaphragme, tout ce qui est en haut, c'est la cavité thoracique. Et tout ce qui est en bas du diaphragme, c'est la cavité abdominale. Donc, c'est vraiment une séparation anatomique entre les deux. C'est important de savoir qu'en haut, c'est tout ce qui est thoracique. C'est ce qu'on se considère tout ce qui est thoracique. Si vous ne saviez pas la différence entre le torse et les abdos, mais en fait, c'est tout simplement le diaphragme qui se trouve à peu près en dessous, en fait, en gros, en dessous des côtes. Euh, et, euh, et voilà, en dessous, abdominaux, au-dessus, thoracique. C'est vraiment très important de comprendre que c'est vraiment la séparation anatomique entre les deux parties de notre squelette supérieur. Et le diaphragme, il est dédié, comme on l'a dit, à l'inspiration et pas du tout à l'expiration. Il n'a rien à voir avec l'expiration. Diaphragme, c'est vraiment que l'inspiration. Et en fait, je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais dans le cycle respiratoire, il y a un énorme jeu de pression. Et en gros, le diaphragme, quand vous allez inspirer et quand vous allez expirer, il va y avoir des différences de pression qui vont faire que ça va permettre l'entrée de l'air lors de l'inspiration. Le diaphragme,
il va se baisser, ce qui va permettre... Non, il va augmenter, ce qui va permettre de... pardon, je reprends. Quand vous inspirez, si vous pouvez le faire, hein, vous allez voir que votre cavité thoracique, elle va se soulever, elle va devenir plus volumineuse. Et puis en fait, c'est parce que le diaphragme, il va se soulever. Et ce qui va, en fait, le fait que le diaphragme se soulève, en fait, ça va permettre une meilleure entrée de l'air de votre nez ou de votre bouche à vos poumons. Et voilà. Donc en gros, dédié à l'inspiration. Et après, quand vous expirez, eh ben, il redescend. Mais après, c'est pas parce qu'il redescend que l'air sort, c'est parce qu'il y a aussi les abdominaux et les muscles intercostaux et d'autres muscles que je ne vais pas citer parce qu'ils sont minoritaires. Est-ce que vous avez compris pour cette partie? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez que je réexplique? Est-ce que comme vous voulez. Parfait. Du coup, les mécanismes respiratoires. Je vais voir combien de diapos il reste parce que je ne sais pas si je vais rapidement ou pas. Non, ça va. On est à peu près à la moitié, donc c'est parfait. L'inspiration. Donc l'inspiration, c'est évidemment le débit aérien inspiré. Comme je viens de le dire, la traction du diaphragme, pardon, je ne l'ai pas dit comme ça, mais ce qui est écrit dans le cours, c'est que la traction du diaphragme sur la face externe du parenchyme va créer une dépression pleurale transmise aux alvéoles de proximité, qui va permettre une baisse de la pression alvéolaire. Donc, comme je vous l'ai dit, là, le diaphragme va augmenter, ce qui va permettre une baisse de la pression alvéolaire, et ça va permettre en fait à l'air de rentrer dans les poumons. L'air, une différence de pression apparaît, qu'on appelle delta P, entre l'alvéole et la bouche. Et l'air, il se déplace toujours de la plus haute pression à la plus basse pression. Donc, ça va permettre en fait un débit entrant proportionnel au gradient de pression. Donc, ici, la pression elle est très importante. Au niveau des alvéoles, elle est beaucoup moins. Et du coup, en fait, tout simplement, l'air, il va pouvoir rentrer. Et voilà, le débit de gaz, accessoirement, il est proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel aux résistances. Mais le diaphragme, il baisse du coup pour inspirer. Attends, il est écrit qu'il baisse. Oui, abaissement oui, pardon, mince, je me suis trompée, pardon. Oui, il s'abaisse en fait. Pardon, oui, désolée. Du coup, oui, pardon, je suis désolée. Je reprends du début, oubliez ce que j'ai dit. En fait, le diaphragme il va s'abaisser et du coup, au niveau des alvéoles, la pression elle va diminuer. Et du coup, ça va permettre en fait une différence de pression entre la bouche, la pression va être plus haute. Au niveau des alvéoles, elle va être plus basse. Et comme je viens de le dire, l'air se déplace de la plus haute pression à la plus basse pression. Et du coup, ça va pouvoir diminuer ça va pouvoir pour plus de place au poumon. Oui, oui, je suis vraiment désolée. Oui, j'ai dit n'importe quoi. Le diaphragme va diminuer, ce qui va baisser la pression au niveau des alvéoles. La pression du coup au niveau de la bouche, sachant que de base elle doit être identique, elle va être plus haute et du coup ça va permettre à l'air de rentrer. Désolée, merci Yanis. Du coup, je vais faire par rapport au schéma. L'inspiration normale, c'est un phénomène actif. C'est important de le connaître, actif. C'est pas quelque chose de passif parce que on peut pas. Ça se fait pas automatiquement et c'est ce qu'on appelle un phénomène actif parce que ça met en jeu le système volontaire. Après l'inspiration, il va y avoir une contraction des muscles élévateurs des côtes et des muscles intercostaux et la contraction et l'abaissement du diaphragme. C'est bien abaissement du diaphragme et contraction du diaphragme, je suis vraiment encore désolée. Et la contraction des muscles et l'abaissement du diaphragme, ça permet une augmentation du volume de la cage thoracique. Les poumons qui sont extensibles et attachés à la cage thoracique, ils vont augmenter en volume, et ce qui va permettre l'entrée d'air. Et c'est pas écrit, mais voilà, c'était par rapport aux pressions. Pression aux alvéoles, elle diminue par rapport aux pressions de la bouche, ce qui va permettre l'entrée de l'air. Est-ce que ça va ou je répète sans faire d'erreur cette fois? L'inspiration. Bon, du coup, c'est ce que je vous ai dit. Le débit de gaz est proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel aux résistances.
il y a une formule en fait qui n'est pas dans le cours. Cette phrase, elle est dans le cours, mais la formule, elle n'est pas dans le cours. Mais en gros, voilà, c'est pour dire que le débit il est proportionnel au gradient, mais en fait, en gros, c'est... j'ai plus la formule en tête là, mais en gros, c'est le débit est égal à... en gros, c'est quelque chose divisé par les résistances. Et la pression buccale, la différence de pression, comme j'ai dit, c'est égal à la différence entre la pression buccale et la pression pleurale. Donc voilà, c'est pour ça, quand c'est positif, voilà. Oubliez ce que je viens de dire. L'expiration. L'expiration, contrairement à l'inspiration, c'est un phénomène passif. Donc, il va y avoir un relâchement des muscles élévateurs des côtes et des muscles intercostaux. Le diaphragme, du coup, il va remonter. Les poumons élastiques, ils vont reprendre leur volume initial, ce qui va tirer sur la cage thoracique, ce qui va permettre une diminution du volume de la cage thoracique et une expulsion d'air. Donc, en gros, la pression au niveau des alvéoles, elle va redevenir égale à la pression au niveau de la bouche, et ce qui va permettre que l'air va pouvoir sortir, et elle va même, la pression va même diminuer un peu pour pouvoir refaire sortir l'air. Est-ce que c'est bon? Ouais. Là, du coup, je répète, l'expiration passive calme est un relâchement du diaphragme. L'expiration courante et passive découle de l'élasticité thoraco-pulmonaire, recul élastique du poumon, revient à sa position initiale et ainsi réduire le volume pulmonaire. Et la pression partielle reste négative. Et la pression pleurale, pardon, reste négative. Remarque, du coup, parce que je vous ai dit, le débit de ventilation de gaz frais est plus important aux bases pulmonaires qu'au sommet. Donc, c'est ce que je vous ai dit. En fait, il y a plus de pression au niveau de la bouche qu'au niveau des alvéoles. Et du coup, il y a plus au niveau de ventilation. Ça va permettre en fait une meilleure débit au niveau des alvéoles qu'au niveau des voies aériennes supérieures. Les échanges gazeux. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer sur les échanges gazeux sur cette partie-là ou pas? Alors, on continue. Les échanges gazeux. Définition. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé de l'homéostasie tout à l'heure et maintenant on va parler de l'hématose. L'hématose, c'est un terme qui désigne l'ensemble des processus responsables de la transformation du sang désoxygéné en sang oxygéné. La diffusion alvéocapillaire et la diffusion des gaz entre l'espace aérien et l'alvéole et l'espace liquidien du sang. Donc, on va voir plus en détail ce que tout ça veut dire. Et voilà, en gros, pour les définitions à savoir, l'hématose, ça désigne l'ensemble des processus responsables de la transformation des gaz du sang désoxygéné en sang oxygéné. Et la diffusion alvéocapillaire, c'est la diffusion des gaz entre l'espace aérien de l'alvéole et l'espace liquidien du sang. La diffusion alvéocapillaire. Donc, là, vous voyez, il y a une petite alvéole. Et cette petite alvéole, elle a plein de petites artères capillaires qui lui sont autour. Donc là, vous voyez l'alvéole et là, vous voyez les capillaires. Et au niveau entre l'alvéole et le capillaire, si on fait un petit zoom,
il y a une petite membrane, ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. Donc là, on retrouve le capillaire. Là, il y a l'alvéole. Et en gros, cette petite barrière, elle est perméable à un certain niveau et avec par différents phénomènes qu'on va expliquer après. Et cette barrière elle va permettre soit une diffusion de l'O2 entre l'alvéole et le capillaire pour permettre ensuite d'oxygéner l'organisme, et en même temps une diffusion du CO2 du capillaire vers l'alvéole pour pouvoir ensuite l'expirer. La diffusion c'est dur à dire, alvéolo-capillaire. Le sens de cette diffusion et la quantité diffusée dépendent des différences de pression, gradient de pression, de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, selon la pression qu'il y a ici et la pression qu'il y a ici, on va avoir soit une diffusion de l'O2, soit qui est plus importante que la diffusion de CO2, soit l'inverse, une sortie de CO2 plus basse qu'une entrée d'O2, et vice-versa. Donc, un petit rappel sur les gradients de pression. Donc là, la situation initiale, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits ronds on va dire que c'est de l'oxygène d'un côté, et il n'y en a que 3 de l'autre, et on voit qu'il y a un déséquilibre. Donc, l'organisme, il se dit non, c'est pas très bon ça, je veux qu'il y ait un équilibre. Donc, pour avoir cet équilibre, je sais pas pourquoi tu dis ça, Miss. Il y en a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y en a, c'est bon, c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Et du coup, il y a le déséquilibre, du coup, et l'organisme va se dire, naturellement, on va chercher à rééquilibrer tout ça. Il veut que de la situation initiale, on obtient un certain équilibre entre les deux pour pouvoir que l'organisme fonctionne bien. Donc, pour ça, on va être l'organisme, il va faire ce qu'on appelle un principe de diffusion. Donc, vous voyez, là, il y a la petite membrane, elle a des petits trous. Moi, en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, c'est juste pour imager. Elle va diffuser librement d'un côté vers l'autre côté pour pouvoir s'équilibrer. Et après, on a de chaque côté une situation finale qui est équilibrée. Vous pouvez penser un peu au fait que quand vous servez par exemple vous faites un petit verre de sirop, vous mettez vous mettez du sirop en bas et ensuite vous rajoutez de l'eau et il faut touiller pour que ça s'équilibre. Et ben en fait, c'est un peu la même chose dans ce contexte-ci. Donc là, on va parler du coup des échanges alvéolo-capillaires de l'O2 et du CO2. Donc on peut voir ici, il y a l'alvéole avec une pression en O2 de 100 mm de mercure et en pression en CO2 de 40 mm de mercure. On va commencer par cette partie ici, donc quand l'alvéole va vouloir oxygéner le sang. Il va y avoir une diffusion, la pression en fait elle va rester pareille, comme vous pouvez le voir. Désolée. Et voilà, du coup, d'un point de vue quantitatif, on va estimer que la pression partielle en oxygène dans le sang capillaire pour le pôle qui est artériolaire, donc en gros, l'oxygénation du sang, c'est d'environ 40 mm de mercure pour en gros, c'est la réserve. Alors que après hydratation et mélange des autres gaz alvéolaires, c'est environ 100 mm. Donc en gros, la réserve, c'est 40 mm, mais avec le mélange de tout, c'est 100 mm de mercure. Du coup, ça fait, il y a à peu près 60 de différence, quoi. Donc il va avoir une diffusion qui va se faire de l'alvéole vers l'artériole. J'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible. Mais en gros, voilà, il y a selon les pressions, il va rentrer comme ça. Bon, après, là, vous voyez que les pressions ne changent pas quand c'est dans le sens capillaire,
alvéole capillaire, mais par contre, quand c'est dans le sens, on voit que, en fait, pardon, je reprends du début, je m'emmêle les pinceaux, mais en gros, quand l'air il va arriver au niveau des alvéoles, il va se diffuser librement dans les capillaires, et on voit que les pressions sont pareilles parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu d'échange entre le capillaire et les organes pour pouvoir oxygéner le sang. Par contre, quand on va arriver dans l'autre sens, quand ça va être de la barrière dans le capillaire aux alvéoles, le sang il aura bien cheminé dans tout le corps et du coup, il y aura beaucoup moins de CO2, de O2, pardon, et il y aura plus de CO2. Du coup, il y a une pression qui est différente entre la pression de départ et la pression d'arrivée au final. Et la pression en O2, elle va vachement diminuer quand même, alors que la pression en CO2, elle va un tout petit peu augmenter. Et ça, c'est du fait qu'il n'y a pas énormément de CO2 dans le sang. Enfin, quand on va plus rejeter, donner de l'O2 que les organes, ils vont plus prendre l'O2 que rejeter du CO2. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'O2 que de CO2 au niveau des pressions. Et en gros, voilà. Voilà. J'arrive pas à revenir en arrière. Du coup, on va passer à la dernière partie, la commande ventilatoire. Le rythme, avant de passer aux quelques QCM, le rythme ventilatoire, l'élaboration de ce rythme, il est fait par les neurones pacemakers. Donc, ce pacemaker, hein, c'est un peu pareil que c'est le même principe que le pacemaker au cœur. En gros, il est régulé, le rythme ventilatoire, il est régulé par une partie qui est volontaire via le contrôle cortical, donc c'est la région du tractus solitaire, et une partie non volontaire, donc le système parasympathique, cette régulation non volontaire, elle est faite par le contrôle, enfin les contrôlés, pardon, par le sous-cortique, enfin un contrôle sous-cortical central. Ici, on parle de l'hypothalamus et le tronc. Et au niveau central, par contre, en périphérie, c'est contrôlé par les fibres afférentes du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf 10. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cours que vous avez eu hier sur l'appareil d'énumération. Mais en gros, vous avez la respiration, elle est régulée par un contrôle volontaire, le contrôle cortical au niveau du noyau du tractus solitaire, et un contrôle non volontaire qui est fait par via un contrôle sous-cortical au niveau de l'hypothalamus ou du tronc au niveau central, et au niveau de la périphérie, c'est le nerf vague qui va, les fibres afférentes du nerf vague qui vont s'occuper de tout ça. On va passer au QCM maintenant. Est-ce que vous voulez faire une petite pause avant de commencer les QCM ou pas? Il n'y en a pas beaucoup, il y a 4 QCM, mais je vais essayer je vais essayer de rendre le truc un peu interactif et vous laisser quelques minutes pour faire les QCM à chaque fois. Mais est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Ok, bon, parfait, on va passer du coup au QCM. Donc, je vais vous lire l'énoncé du QCM et je vais vous laisser à peu près 1 minute 30 pour faire chaque QCM. Et vous me dites si vous avez envie, les réponses que vous auriez cochées vraies ou fausses. Et ensuite, on va faire la correction ensemble. Et si vous avez des questions au niveau des QCM, vous me dites, est-ce que ça vous va comme ça?
OK. Donc concernant les propositions suivantes, parmi pardon, les propositions suivantes concernant la physiologie respiratoire, quels sont les quels et ou sont les items le ou les items justes? Donc déjà, je vous conseille, un petit aparté, lisez toujours, toujours la consigne parce que des fois, il y a juste écrit quel est l'item ou la proposition juste. Donc déjà, vous savez si c'est seulement une question ou plusieurs questions. Enfin, une réponse ou plusieurs réponses déjà, ça peut faire gagner des points et en plus de ça, parfois, il y a juste écrit quels sont là où les items, enfin le ou les items, faux. Ou alors des fois, il y a aussi ce qu'on appelle, dans l'en-tête, il y a, par exemple, là, c'est concernant la physio respiratoire, mais par exemple, s'il y avait écrit, concernant le poumon et que je vous parle du diaphragme, et ben c'est faux parce que, bah, dans la question on me parle du poumon et pas du diaphragme. Donc, je vous conseille toujours, toujours de lire l'en-tête, comme ça peut permettre en fait, au final de gagner, enfin de gratter quelques centièmes de points et parfois ça fait la différence. Du coup, aparté. Maintenant, au niveau des questions. Réponse A: les voies aériennes supérieures ont un rôle dans les échanges thermiques et hydriques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? OK, je dis pas les réponses maintenant, mais OK. Donc il y a quand même des personnes qui ne sont pas d'accord. Donc on se penchera sur la question. On retrouve la trachée, le pharynx et les bronches dans les voies aériennes inférieures. Là, c'est assez unanime. La bronchomotricité est dépendante de la commande nerveuse parasympathique cholinergique, la commande humorale adrénergique et du contrôle paracrine. Après, OK. Le poumon gauche est divisé en 2 lobes, antérieur et postérieur. OK, et le dernier, le système nutritif pulmonaire participe à l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2. Là aussi, c'est assez, vous êtes pas d'accord. Du coup, au niveau des réponses, pardon, des questions. La réponse numéro A, du coup, était fausse. Donc il y a 2 personnes qui avaient dit faux. Il faut faire attention à chaque fois. Mais les voies aériennes supérieures ont un rôle dans les échanges thermiques et hydriques. C'est faux parce que c'est les voies aériennes inférieures qui ont un rôle dans les échanges, thermiques et hydriques. Les voies aériennes supérieures, je vous rappelle, elles ont un rôle au niveau de la défense de l'organisme. Vous savez, je vous avais dit, que, avec le laryngospasme. Pour la question numéro B, on retrouve la trachée, le pharynx et les bronches dans les voies aériennes inférieures. Vous aviez juste, c'était faux parce que c'était les voies aériennes supérieures. Des fois, les items sont assez fourbes, donc il faut bien lire, bien prendre le temps. Même si on n'a qu'1 minute 30 à peu près par QCM, il faut bien prendre le temps de bien lire pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et si, moi ce que je faisais, quand j'étais, je faisais quand je m'entraînais quoi, je ne cochais pas la réponse directement, j'entourais les réponses, où j'étais sûre que c'était vrai. Les réponses où j'étais sûre que c'était faux, je les barrais et par contre quand j'étais pas sûre ou que je voulais revenir sur l'item, je mettais genre une petite vague à côté et comme ça en fait, ça me faisait lire assez rapidement les items et ceux où je savais pas, bah, j'avais du temps pour revenir dessus. Voilà, c'est un petit conseil que moi je faisais. Du coup, l'item C, la bronchomotricité est dépendante de la commande nerveuse parasympathique cholinergique, la commande humorale adrénergique et du contrôle paracrine. Vous aviez raison, c'était vrai. Il faut bien attention parce que ça, c'est des items qu'on appelle restrictifs. Donc là, il y a deux petits points et ça veut dire que si par exemple, il y aurait eu contrôle paracrine, enfin, s'il n'y aurait pas eu pardon, contrôle paracrine, ça aurait été faux parce que en fait, les deux petits points, ça veut dire que c'est pareil que si c'était est seulement dépendante de la commande nerveuse parasympathique cholinergique, la commande humorale et la commande humorale adrénergique, alors qu'il faut surtout oublier le contrôle paracrine.
et vice-versa, évidemment. Donc, quand il y a des 2 petits points, quand il y a des seulement, quand il y a des toujours, il faut toujours, toujours, toujours faire super gaffe parce que souvent, c'est ils aiment bien faire des items un peu fourbes par rapport à ça. Il faut bien relire ce genre d'items pour être sûr qu'ils n'ont rien oublié. Quoi. On a le droit de rien cocher au QCM sur une question. Non, il y a toujours au moins une réponse de juste. Après, si tu ne connais pas la réponse, tu peux ne rien cocher. Mais nous, on conseille toujours de au moins cocher une réponse parce que au final, tu peux gagner, même si, par exemple, tu n'en as aucune idée, tu coches au pif, ben, au moins, tu peux peut-être avoir 0,2 en plus. Tu vois. Mais après, oui, tu peux ne rien cocher, mais du coup, tu auras 0 à la question. Mais après, il y a toujours, toujours une réponse de juste à la question. Du coup, si je coche rien, j'ai pas 0. Non. Si tu... Alors, par exemple, si tu coches, par exemple, si la réponse c'est, je sais pas, A, B, ou non, enfin, ou si c'est juste la réponse C, si tu coches rien, non, tu n'auras pas 0, t'auras pas 0,5, tu auras 0. Parce que, oh non, en plus, si tu pourrais pas avoir 0,5 parce qu'en gros, même si il pourrait accepter des points, en gros, si t'as pas coché C, non, enfin oui, non, j'ai rien dit, pardon, j'allais m'embrouiller, mais non, non, t'auras pas les points. Et du coup, le poumon gauche, pour le l'item D, pardon, est divisé en 2 lobes antérieurs et postérieurs. Attention aussi, c'est ce genre de truc. Il est bien divisé en 2 lobes, mais les lobes, c'est supérieur et inférieur. Cet item, il était fourbe, j'avoue. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut bien connaître ce genre de nom. C'est bien supérieur et inférieur, alors que le poumon gauche, par exemple, il est divisé en 3 lobes, supérieur, inférieur et moyen. Voilà, il faut bien supérieur et inférieur. Il faut bien se rappeler de ça. Item numéro E. Le système nutritif pulmonaire participe à l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2. C'était faux. C'est le système fonctionnel qui participe à l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2. Le système nutritif, lui, il permet de nourrir en fait le poumon. Est-ce que vous avez des questions sur cet item, sur ce QCM? Pour la A, je pensais que l'air qui passe des fosses nasales est humidifié. Oui, mais en fait, en gros, là, c'est pas la question. On parle pas c'est pas en gros. C'est vrai que l'air, il est humidifié et réchauffé, mais on parle pas de. C'est pas un échange. Ah, pardon. C'est pas un échange entre. C'est pas un échange thermique. Tu vois, c'est pas. Il va pas avoir, par exemple. C'est vrai qu'il est réchauffé, mais c'est pas un échange thermique dans le sens où c'est pas quelque chose qui. Ben, ça va pas être un échange thermique. C'est juste. C'est comme si tu prenais de l'eau et tu l'as réchauffée, c'est pas dans le sens tu pourrais dire que c'est un échange thermique, mais là pour le coup, c'est pas un échange thermique, c'est pas la principale fonction dans ça. On voulait parler c'était cette diapositive. Attends, je te retrouve la diapositive. Voilà, on parlait vraiment en fait du fait que la bronchomotrice, enfin les voies inférieures, pardon, je bégayais, je suis désolée. Les voies aériennes inférieures, c'est vraiment là où il y a vraiment un échange thermique et hydrique entre du coup les alvéoles et le sang, et etc., etc. Alors que dans les voies aériennes supérieures, même si c'est vrai qu'il y a un réchauffement de l'air et une unification de l'air, c'est pas un échange thermique au niveau physique, je dirais. Et son principal rôle, c'est vraiment la défense et le conditionnement de l'air, sans que l'humidification, en fait, elle commence au niveau des voies supérieures, mais elle se fait aussi un peu tout le long des voies aériennes, quoi. Est-ce que j'ai été claire ou pas? Bon, on passe à l'item suivant. Parmi les propositions suivantes concernant la physiologie respiratoire, quel est ou quels sont le ou les items justes? Item numéro A. Dans le système fonctionnel, la quantité d'O2 est supérieure à la quantité de CO2. Est-ce que pour vous, c'est juste ou c'est faux?
OK. Donc on voit que c'est, on voit que c'est vous êtes un peu d'accord, OK. On verra après. Dans la circulation pulmonaire, la quantité d'O2 est supérieure à la quantité de CO2. OK. Item numéro 3. Concernant les fonctions respiratoires, l'apport en oxygène est régulé par le métabolisme oxydatif. OK. Et l'air est composé principalement d'azote, de dioxygène et de dioxygène, de dioxyde de carbone et d'argon. Ah, j'ai sauté une question. Concernant les fonctions respiratoires, l'apport en oxygène est régulé par le métabolisme Ah, j'ai sauté la D, pardon. Ah oui. Concernant les fonctions non respiratoires de l'appareil respiratoire, on retrouve l'homéostasie acido-basique, pardon. Donc la D, vrai, faux, on verra juste après. Bon, sur cette question-là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous très d'accord. On verra juste après. À moins, alors, au niveau de la correction, dans le système fonctionnel, la quantité d'O2 est supérieure à la quantité de CO2. C'était vrai. Je vais vous montrer juste après la diapositive qui dit pourquoi c'est vrai. Pareil pour la B, dans la circulation pulmonaire, la quantité d'O2 est supérieure à la quantité de CO2. Donc, dans la A, il y avait la plupart des personnes qui avaient dit faux. Et je vais vous montrer pourquoi c'est vrai. Alors, on remonte dans les diapositives. Le système fonctionnel, il va participer à l'oxygénation du sang et de l'évacuation du CO2. Donc, en gros, le système fonctionnel, c'est le tout début, le système fonctionnel. Donc, il va avoir logiquement plus d'oxygène que de CO2 dans il y avait écrit dans le sang, c'est ça? Oui, dans le système fonctionnel, du coup, il y a plus de quantité d'O2 que de quantité de CO2 parce qu'en fait, c'est le moment où le poumon, il vient d'inspirer on vient d'inspirer de l'air et on a plein d'air dans nos poumons et il va commencer à se diffuser partout dans l'organisme. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est vrai et c'est pas faux? Même si ici, on parle de la circulation pulmonaire, alors que, voilà, j'ai bégayé. Dans la circulation fonctionnelle, du coup, vu que c'est l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2, il y a logiquement plus d'O2 que de CO2. Et du coup, pour l'item numéro B, c'est tout simplement écrit ici, dans la circulation pulmonaire, il y a plus d'O2 que de CO2. Et en fait, c'est dans la circulation systémique qu'il y a plus du dioxyde de carbone que de dioxygène. Parce que c'est à ce moment-là où, quand le cœur amène aux organes le sang et que du coup, le cœur il donne du CO2, et les organes, du O2, pardon, et les organes ils donnent du CO2. Alors, ensuite, la C. Concernant les fonctions respiratoires, l'apport en oxygène est régulé par le métabolisme oxydatif. Oui, ça a été, c'était écrit dans une diapositive, presque mot pour mot. B. Concernant les fonctions non respiratoires de l'appareil respiratoire, on retrouve l'homéostasie acido-basique. C'est faux, parce que l'homéostasie acido-basique est une fonction respiratoire de l'appareil respiratoire, parce qu'elle permet l'élimination de l'O2. C'est dans cette diapositive ici qu'il est écrit. J'essaie de la retrouver. Voilà, la fonction respiratoire, équilibre homéostasie acido-basique, équilibre acide-base,
élimination du CO2, c'est une fonction respiratoire. Les fonctions non respiratoires, c'est réchauffer et humidifier l'air et défendre l'organisme vis-à-vis des particules et des agents microbiens. Et la dernière, le dernier item, pardon. L'air est composé principalement d'azote, de dioxygène, de dioxyde de carbone et d'argon. C'était vrai, vous l'avez tous trouvé. Et par contre, faites aussi attention à ce genre de questions parce que j'aurais très bien pu mettre l'air est principalement composé, est composé en grande quantité j'arrive pas à parler. L'air est composé en plus grande quantité de d'oxygène que d'azote. Là, ça aurait été faux parce que si vous vous rappelez bien, il y a 79% d'azote et 21% de dioxygène dans l'air qu'on inspire. Et pareil aussi, argon et dioxyde de carbone, est-ce que j'aurais pu mettre il y a plus de dioxyde de carbone dans l'air que d'argon? Non, c'est faux parce que l'argon, si vous vous souvenez bien, il y a 0,9% et 0,03% de dioxyde de carbone dans l'air inspiré. La question numéro 3. Toujours la même énoncé, mais on la relit toujours. Parmi les propositions suivantes concernant la physiologie respiratoire, quel est ou quels sont les items justes? A. La loi de Dalton dit que la pression partielle d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz composant le mélange. Vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Et si vous pensez que c'est faux, dites-moi où est-ce que vous trouvez que c'est faux. Ça vous fait faire plus que vrai-faux. Vous m'entendez encore ou pas? Mais du coup, vous avez entendu la question la question que j'ai posée ou pas? Du coup, pour vous, l'item A, c'est vrai ou c'est faux? OK, parfait. Vous êtes vif. Item numéro B, ce sont les hémoglobines qui vont transporter l'oxygène dans le sang. Vrai ou faux? OK, toujours unanime. Le cycle ventilatoire correspond au temps d'inspiration. Parfait. Une bradypnée est une ventilation trop rapide. Faux. Parfait. Et concernant le volume pulmonaire, le volume non mobilisable correspond au volume de réserve expiratoire. OK, bon, pour la dernière, vous êtes assez départagés. Donc, mais globalement, vous avez eu juste. La A est fausse parce que, attention, si la loi de Dalton dit que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz composant le mélange. Voilà, donc des fois c'est un peu fourbe, comme je l'ai dit, mais voilà, c'est bien pression totale qui est égale à la somme des pressions partielles. B, ce sont les hémoglobines qui vont transporter l'oxygène dans le sang. C'est vrai, ça c'est bon. Le cycle C, le cycle ventilatoire correspond au temps d'inspiration. C'est faux, c'est l'alternance entre l'inspiration et l'expiration. Il y a une petite subtilité. Une bradypnée est une ventilation trop rapide. C'est faux, c'est une ventilation trop lente. Une ventilation trop rapide, c'est tachypnée. Et si vous vous souvenez plus, pensez à bradycardie, tachycardie, c'est exactement la même chose. Tachycardie, c'est le cœur qui bat trop vite, et bradycardie, c'est le cœur qui bat trop lentement. Et
La E, concernant le volume pulmonaire, le volume non mobilisable correspond au volume de réserve expiratoire. Et non, le volume de réserve, c'est un volume mobilisable. Le seul volume non mobilisable, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je retrouve la diapositive. Là. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Non, c'est pas ici. Voilà, elle ne me veut pas. Le seul volume non mobilisable, c'est le volume résiduel. Déjà, quand vous n'êtes pas sûr, dites-vous que le nom volume de réserve expiratoire, il y a le mot réserve. Donc, une réserve, au final, c'est quelque chose qu'on utilise. Parce que quand on n'en a plus besoin, donc, logiquement, vu que c'est une réserve, eh ben, quand on a besoin, on le mobilise. Donc, ça pouvait être que faux. Est-ce que vous avez compris pour l'item E, ceux qui avaient dit faux? Parfait. Dernier item, dernier QCM, pardon, après c'est fini. Parmi les propositions concernant la physiologie respiratoire, quels sont le ou les items justes? Le diaphragme est le principal muscle inspirateur. Vous êtes tous unanimes. Lors d'une inspiration, le débit de gaz est proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel aux résistances. Parfait. L'expiration est un phénomène passif entraînant un relâchement du diaphragme. Ok. Là, vous n'êtes pas forcément d'accord. L'hématose est le terme qui désigne l'ensemble des processus responsables de la transformation du sang oxygéné en sang désoxygéné. Pareil, unanime. Et la diffusion alvéolo-capillaire est la diffusion des gaz entre l'espace aérien de l'alvéole et l'espace liquidien du sang. Alors, on va voir les réponses. Globalement, vous avez juste, encore une fois. A, le diaphragme est le principal muscle inspirateur. C'est vrai, ça c'est une information super importante à savoir. Diaphragme, muscle inspirateur et rien d'autre. Lors d'une inspiration, le débit des gaz est proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel aux résistances. C'est vrai. J'essaye de retrouver la formule dans le cours pour que du coup vous soyez pas... Enfin, vous comprenez un peu, mais là je la trouve pas. Ah oui, la formule en gros, je sais pas, c'est R, donc résistance, est égal à delta P divisé par delta V. Avec delta P, du coup, la différence de pression. Et du coup, quand vous faites... c'est compliqué là à faire, parce que j'ai pas... Je vais essayer, attendez. Je vais faire une nouvelle diapositive. Vous montrer un peu, un truc blanc. En gros, vous avez R est égal à delta P divisé par delta V. Du coup, si vous voulez delta P, enfin, si vous voulez mettre ça de ce côté-là, il faut faire... Attendez. Je crois que c'est cette formule-là, proportionnelle au gradient de pression. Ah mais non, mais j'ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout cette formule-là, parce qu'il n'y a pas de truc de pression. Moi, je trouve plus la formule là dans le cours, mais de toute façon, dans le cours, vous verrez, il y a une formule avec écrit là, le débit de gaz est proportionnel
au gradient, enfin, là, je me suis trompée, ça bug. Bref, c'est à savoir, là, j'ai plus la formule en tête et je la trouve pas dans le cours. Mais en gros, voilà, il y a une formule qui dit que le débit de pression, c'est proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel aux résistances. Donc en gros, le débit est égal au gradient de pression divisé par les résistances. En gros, c'est ça. L'expiration est un phénomène passif entraînant un relâchement du diaphragme, c'est vrai. L'inspiration, par contre, c'est un phénomène actif, ça aussi, c'est à savoir. C'est le genre de mots, c'est le genre d'items qui tombent et souvent les gens se font piéger parce qu'entre passif et actif, s'il y avait écrit actif, évidemment, ça aurait été faux. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. L'hématose est le terme qui désigne l'ensemble des processus responsables de la transformation du sang oxygéné en sang désoxygéné. C'est faux. C'est l'ensemble des processus responsables de la transformation du sang désoxygéné en sang oxygéné. Donc là aussi, il faut faire gaffe au sens au sens de la phrase, quoi, parce que en soi, c'est vrai si c'est inversé, si c'est là, pour le coup, c'est faux. Et pour finir, la diffusion alvéolo-capillaire est la diffusion des gaz entre l'espace aérien de l'alvéole et l'espace liquidien du sang. Oui. Ici, par contre, il y aurait écrit l'espace liquidien du sang et l'espace aérien de l'alvéole. Moi, j'aurais mis faux parce que sinon, ça aurait été la diffusion capéolo-alvéolaire. Du coup, merci pour votre attention. Merci d'avoir participé au cours. Je me suis sentie un peu moins seule. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mon Facebook, c'est Alexia Monsis. Je vais poster la diapositive là, juste après la fin du cours, quand le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? J'y répondrai, il n'y a aucun souci. Mais si vous n'avez pas envie de poser des questions maintenant, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Comme je l'ai dit, c'était un cours assez introductif avec des grandes notions, les grandes notions à savoir. Sachant que, au vu des QCM, vous avez compris les choses très importantes à comprendre, par exemple diaphragme, muscle inspirateur, quand bras dyspnée, c'est trop lent, c'est que c'est rapide. Là aussi, vous avez tout bien compris, donc je pense que vous avez géré. Personne n'a des questions? Et puis en général aussi, vous pouvez m'envoyer des questions, si vous avez des questions sur la LAS aussi en général, pas forcément sur le cours. Il y a pas de souci, moi j'ai fait une LAS 1, j'étais en portail Pasteur. Donc si vous avez des questions sur ça, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir.